Non violence, non, non violence, 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 non naweleli, naweleli, naweleli roboto, naweleli. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette émission Espace News, une émission conçue et présentée par Héritier Ngwaila Madila. Dans cette émission, nous avons le réel plaisir de recevoir M. Raphaël Mukandila Ngalula, doctorant à l'Université de Strasbourg en géophysique, président de l'association Génération Lettres des 13 parlementaires, GLTP en sigle, dont le siège social est en RDC. Il est aussi membre de l'association Justice et Liberté pour la RDC, dont le siège social est à l'Hexagone, précisément à Strasbourg. Je m'en vais directement à dire bonjour à monsieur Raphaël Mukandila. Bonjour. Bonjour, Héritier. Soyez le bienvenu dans cette émission Espace News. Mais avant d'entrer au cœur de cette émission, j'aimerais juste avoir vos impressions, vos réactions par rapport aux marches organisées par le comité laïque de coordination en République démocratique du Congo. Oui, dans un premier temps, nous devrons rendre hommage mérité d'abord aux initiateurs de cette action, et rendre hommage à tous nos martyrs. Et nous sommes en train de perdre des personnes qui ont décidé d'écrire notre histoire, qui ont décidé d'agir pour que nous puissions sortir de cet esclavagisme qui a longtemps duré. Et mon impression, comme vous le demandez, c'est un peu de tristesse, mais plus de rage de vaincre. Parce que je peux parler des jeunes hommes qui viennent de mourir, que nous venons de perdre, Rossi Mukendi. Quand vous essayez de regarder son parcours, c'est un champion du Congo en jiu-jitsu. C'est un intellectuel, un universitaire, chercheur dans une université. Et c'est un cadre, un leader d'un mouvement citoyen. Donc c'est un jeune compétent, utile pour la nation. Mais nous venons de le perdre parce qu'il y a des personnes. Il est mort pour une bonne cause. Oui, il est mort pour une bonne cause. Mais pourquoi? C'est parce qu'il y a des personnes au Congo qui sont des citoyens congolais comme nous, qui pensent qu'ils sont des super citoyens et qui ont décidé d'avoir la même mise sur des ressources publiques, que ce soit des ressources naturelles, les mines et les minéraux, la faune et la flore, tout comme sur les finances publiques, les recettes publiques, tout ce qu'il y a comme impôts, taxes que nous payons au Congo. Et ça, nous allons le voir dans les détails lorsque nous allons revenir. Okay, on va en arriver. Donc, et puis, le fait de voir dans de différents médias, le fait de voir M. Kabila en train de dire qu'il n'y a pas de moyens financiers pour organiser des élections, je ne sais pas quelle lecture vous pouvez faire par rapport à ces propos. Et c'est cela ce que nous pouvons qualifier de gros mensonge. Un gros mensonge est aussi une stratégie de nous mentir. C'est peut-être, comme nous venons de le dire, c'est parce que nous, les Congolais, nous n'avons pas la culture de la lecture. Et la génération Lettres de 13 parlementaires, notre organisation se bat depuis 2012 pour montrer que le Congo a suffisamment d'argent. Si vous essayez de regarder, j'ai ici quelques documents avec moi. Le premier document que je voudrais que je puisse faire voir, c'est cette pétition que nous avons initiée depuis le 27 avril 2014. Et dans cette pétition, si vous essayez de regarder le premier point, nous parlons de la tension salariale. Et dans ces premiers points de la pétition, nous relevons un fait que les gens peuvent trouver dans ces documents, qui est un document qui parle de budget 2011. La première page est déjà partie. Mais nous verrons, le salaire de M. Kabila, c'est $28 000 minimum, salaire officiel, salaire de base. Les salaires des autres agents, c'est $50 presque, qui reçoivent difficilement. Donc,
Là, vous parlez d'une pétition adressée au président de la République Oui, c'est... et aux 68 parlementaires et à 690 députés provinciaux et aux 22 gouverneurs et vice-gouverneurs de la RDC. Oui, c'est de cette pétition-là que nous sommes en train de parler. Merci beaucoup. Et quand vous regardez ce salaire-là, M. Kabila se donne cet argent-là, c'est la raison pour laquelle il ne veut pas partir. Parce qu'il s'accapare de cet argent, il dit qu'il n'y a pas d'argent, mais lui il a 28 000 $, il donne aux autres 50 $. Mais le deuxième point de cette pétition-là, il relève un fait important. C'est que vous allez voir que dans le fonctionnement de l'État, et ça c'est des choses qui ont existé depuis Mobutu, vous verrez que le président de la République, par exemple, dans son cabinet, il dépense 150%, 500% de dépenses publiques, alors que le service de base, tel que les services centraux, si vous regardez, ça c'est le rapport de la Cour de compte qui donne le rapport de la manière dont les dépenses ont été réalisées en 2005, s'il vous plaît. C'est-à-dire à l'époque du 1+4. Et à cette époque, vous verrez, il y a une page qui parle de la présidence avec tous les vice-présidents qui étaient des rebelles qui nous ont tués au Congo, protestants qui se battaient pour la liberté. Et dans ces rapports, vous verrez qu'ils dépensent plus, mais les services centraux, les services de base, notamment même comme on parle des élections, nous avons les bureaux du quartier, les chefs du quartier, les chefs de groupement, qui ont la charge de recenser la population tous les jours. C'est leur travail quotidien. Donc quand un enfant naît dans un quartier, il est censé être identifié déjà par le niveau du groupement. Au niveau du groupement quand on est au village, au niveau du quartier. Et là c'est la loi sur les ETD. Donc il y a des lois qui parlent des loi organique portant composition et organisation et fonctionnement des entités territoriales et décentralisées. Vous verrez que ça montre comment ça fonctionne. Et ces services décentralisés n'ont pas de fonds. Les fonds, c'est comme on vient de le dire, ça reste au cabinet du président. Et là, notre deuxième point, il demandait que nous puissions mettre un mécanisme en place, comme ça fonctionne ici en France. Dès que le budget est voté, chaque service qui a une ligne de crédit, cette ligne est créditée dès que le budget est promulgué. Et chaque gestionnaire de crédit est capable d'accéder à son crédit sans être obligé de passer par le ministre. Et comme ça, tous les services vont fonctionner. On sera en train d'enregistrer des citoyens chaque jour. Et la commission électorale aura qu'à aller au ministère de l'Intérieur pour accéder aux fichiers des citoyens. Et on va organiser les élections. On n'a pas besoin d'accumuler beaucoup d'argent, de créer des services spéciaux pour aller enrôler les gens dans des villages, mais les gens sont enrôlés chaque jour. Et ce qui fait qu'on connaît déjà qui est citoyen et qui ne l'est pas. Et les statistiques même pour faire l'évaluation pour la répartition des chaises, ça ne demandera pas une année de préparation. C'est en quelques jours, on sait que dans tel quartier, on a autant de personnes. Et ça, c'est un fonctionnement quotidien du bureau du quartier. Mais comme on vient de le montrer, l'argent destiné au fonctionnement de ces bureaux de quartier-là, il y a encore un document comme celui-ci que les gens peuvent voir, des redditions de comptes. À l'intérieur de ce document, vous verrez que... Alors, qu'est-ce qui prouve la véracité de tous ces documents qui vous montrent là? Alors, mais si vous regardez ce document, ce n'est pas la génération lettres de 13 parlementaires qui les publie. Ça, c'est un document du ministère des Finances, la direction des redditions de comptes. Donc, au Congo, et il est élaboré et donné à chaque député. Chaque député, nous voulons pendant cette période, quand les jeunes sont debout, demander aux députés qui viennent faire les selfies avec vous dans les marches, qu'ils vous donnent ces documents pour que vous puissiez les consulter et voir comment il y a des dépassements qui sont réalisés dans les cabinets ministériels. L'argent qui aurait dû servir au ministère, aux services territoriaux du ministère de l'Intérieur, qui devraient enregistrer la population chaque jour. Et la CNI, elle, devrait seulement aller auprès de ces services-là pour accéder et élaborer son fichier électoral. Donc, cette dépense-là, c'est une dépense quotidienne. Et ça permet même au ministère du Plan, qui donne des orientations sur le plan du développement de la RDC, d'avoir les statistiques réelles sur la population. Parce que vous ne pouvez pas faire un développement si vous ne connaissez pas le nombre de citoyens que vous avez. Donc, et ça c'est un service clé qui ne fonctionne pas.
au sein du ministère des services d'état civil. Oui. Donc ces services-là ne fonctionnent pas parce que il y a ces 6 points-là, l'argent est volé dans les cabinets ministériels. Okay. Et ce document est plus explicite. Il cite chaque ministère. Vous pouvez voir que Mouzitou, qui était ministre de Budget en 2008, dans ce document, il avait détourné. Mais c'est Kamere, qui était président de l'Assemblée nationale, avait réalisé des dépassements. Mais vous verrez qu'il y a des services de base, des services centraux, comme même des écoles, comme des hôpitaux aussi, qui n'avaient rien reçu. Même la NER, les services de renseignement, ne reçoivent pas de frais comme il faut. Ce qui fait que les services de renseignement sont incapables d'étouffer certaines rébellions. C'est des choses qu'on étouffe, on n'a même pas besoin d'armée. Oui. On a les informations et puis on étouffe ça calmement. Les gens restent en paix. Oui. Vous avez retenu 6 points. 6 points pour parler de tout ça, pour dénoncer tout ça. Est-ce qu'il y a encore des points que nous pouvons développer encore pour que les gens aient, disons, nos téléspectateurs et puis nos internautes aient un peu une idée très avancée, très développée par rapport à tous les points que vous avez évoqués oui, dans votre pétition? Oui, jusque-là, on a évoqué les 2 premiers points. Mais le 3e point qui est aussi un point très important, c'est que nous parlons de la comparution des 12 députés impliqués en 2009 dans la tentative de minoration des recettes publiques collectées par la Direction générale des impôts. Oui. C'est quelque chose, un phénomène qui s'est déroulé au Congo. En 2009, c'était à l'époque de M. Kamere comme président, on a surpris 12 députés qui organisent un arrangement avec les gens des régies financières, notamment la Direction générale des impôts. Au lieu de collecter, de signaler, là où ils savent qu'ils vont collecter par exemple $10 000, oui. Ils mettent dans la loi budgétaire, comme la loi que nous avons ici, le document ici, c'est le budget de 2011, et ils vont signaler qu'ils vont collecter $2 000. Oui. Il y a $8 000 qui vont rester dans le vide. Mais la direction générale ira collecter ça. Et comme c'est le Parlement, l'Assemblée nationale surtout, qui est l'autorité budgétaire, oui. Les députés ont le pouvoir d'aller sur terrain, vérifier dans les entreprises et chez tous les contribuables combien ils donnent réellement. Mais les députés qui doivent aller, qui ont les chiffres réels, ils se taisent. La Direction générale des impôts signale 2 000, elle va collecter 10 000 et les 8 000 sera partagé entre députés, ministres des Finances, présidence de la République, tous ces réseaux mafieux. C'est pour ça que Kabila a tué Rossi Mukendi pour rester au pouvoir. Si ces gens tuent, et on a tué Thérèse Kapangal, on a tué tous nos martyrs qu'on tue, pour qu'ils restent au pouvoir, c'est parce qu'ils ramassent cet argent-là. Donc, la Fédération des entreprises du Congo a dit en 2010 dans un rapport que les recettes propres du Congo étaient de l'ordre de 20 milliards de dollars. Alors que le gouvernement dans son budget, il parle de 5 milliards. Donc nous, on a découvert en 2009 qu'il y a environ 15 milliards qui restent dans la nature, que les politiciens congolais, donc députés, ministres, agents de régie financière, se partagent en dehors des systèmes bancaires de la Banque centrale même. Et pour le 4e point. Le 4e point, c'est le point qui est intéressant. Il y a eu beaucoup de débats autour de ça, avec Moïse Katumbi. Oui. Il y a aussi le gouverneur Kimbuto qui a eu même essayé un peu de parler de ça pendant son mandat. Ça parle de retenue à la source de 40%. Oui. Notre constitution a donné des moyens aux entités territoriales, telles que les provinces. Et on a dit quand on collecte les recettes à caractère national, les entités territoriales, les communautés de base doivent retenir 40% à la source. Et ces 40%, ils vont l'utiliser par exemple dans l'éducation nationale, l'éducation de base, primaire et secondaire comme dans notre pays, c'est en charge de la province. Les soins de santé primaire, les hôpitaux, donc si vous trouvez des médicaments dans l'hôpital, la propriété dans l'hôpital, c'est en charge du gouverneur et de la province. Et il doit faire ça avec son 40% et d'autres taxes et impôts, taxes locales. Mais ces 40%-là restent le gouvernement, M. Kabila et sa bande. Ils ont décidé que les 100% partent à Kinshasa. Et qu'on doit vont retourner, rétrocéder, ils utilisent rétrocéder, un terme qui n'est pas constitutionnel. Ils vont rétrocéder aux provinces, mais ils ne le font pas. Et eux-mêmes, quand ils le font, ils les retiennent déjà
si on doit vous rétrocéder 10 000 $, on vous envoie 5 000. Il y a 5 000 qui est resté à Kinshasa, on appelle ça opération retour. C'est encore une des raisons, mes chers frères, pour laquelle Kabila il refuse de partir. Et surtout, c'est parce qu'il n'est pas dénoncé clairement par l'opposition sur ces faits-là, qui est pour nous semble être aussi complice. Mais dans l'opposition en question, il y a des traîtres, il y a ceux qui sont vraiment corrompus. Comment vous pensez qu'ils peuvent avoir ce courage-là de dénoncer tout ça? Parce qu'ils sont des traîtres, ils sont corrompus. Oui, en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est parce que tous ces soirs, comme je vous ai dit, vous avez des députés de l'opposition. Ces documents qui dénoncent ça, qui est élaboré par les services du ministère des Finances. Oui. Et c'est ces documents que la Cour des comptes consulte pour élaborer son rapport. Comme je vous ai montré comment le vice-président de l'époque avait réalisé les dépassements. Oui. Ça, c'est un document de 2008. Ces deux documents sont destinés aux députés. Nous avons des députés de l'opposition. Oui. Ces documents sont, ça c'est les journaux officiels. Oui. Est-ce que vous avez déjà vu un député de l'opposition qui les présente comme on les présente ici? C'est destiné à eux. Mais parce qu'ils sont bénéficiaires. Ils jouissent de cet argent d'une manière ou d'une autre. Et même l'opposition extra-parlementaire. Vous avez des opposants qui n'ont aucune entreprise qu'ils gèrent, nous les connaissons. Ils sont opposants depuis plusieurs années, il n'a aucune entreprise, il n'a aucun métier, mais il roule le carrosse à Kinshasa. Maintenant, nous arrivons au 5e point, l'installation de la Cour constitutionnelle, tout ça. Donc, est-ce qu'il y a moyen de pouvoir encore expliquer pour que nos internautes puissent avoir une idée très détaillée par rapport à ça? Oui, au 5e point de notre pétition, nous parlons de l'installation de la Cour constitutionnelle, des conseils d'État et de la Cour de cassation. Oui. Ce sont encore des dispositions qui ont été prévues dans notre constitution que nous avons votée le 18 février 2006. Cette constitution prévoit ça pour assurer l'indépendance de la magistrature. Oui. Et à l'époque où nous avons initié la pétition, la Cour constitutionnelle n'était pas encore installée. Oui. Et je vous informe que nous étions en prison devant notre magistrat instructeur en 2014, oui. Quand on nous a arrêtés sur la place Victoire. Nous étions en train de collecter les signatures que vous pouvez voir ici, oui. Sur cette pétition. Cette pétition, et les magistrats nous ont informé que on venait de nommer les membres de la Cour constitutionnelle. Oui. Il y a le Conseil d'État et la Cour de cassation. Donc, comme je suis ici en Europe, je n'ai pas encore vérifié si ce sont des structures qui ont été déjà installées. Mais ça, c'est un élément positif, donc un gain déjà de notre côté. Okay. Donc, nous avons réussi à faire installer ça. Et vous avez comme témoignage, quand Kabila a tenté de modifier la loi pour qu'il se maintienne au pouvoir, il y a eu quelque chose de positif. Il y a eu une partie des membres de la Cour constitutionnelle qui ont boycotté la réunion là. Oui. Donc c'est quand même une structure qui, même si il y a encore des choses à revoir en termes de qualité d'eau, oui. Mais la structure a été mise en place et il y a quand même déjà des résultats pour nous qui semblent être positifs. Maintenant, nous sommes arrivés au 5e point, la suppression immédiate du ministère en charge des médias et le maintien uniquement du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication. Encore, est-ce qu'il y a moyen de pouvoir expliciter ces principes? Ça, c'est très important. Je crois, je vais citer les noms parce que maintenant nous sommes en guerre. Il y a un monsieur qui s'appelle Mende, oui. Au Malanga, Lambert Mende au Malanga, qui nargue tout le monde. Oui. Et qui est payé avec notre argent. Parce que c'est que on nous dit, on est en train de nous faire croire que le Congo c'est des minéraux, c'est de l'or, ainsi de suite. Mais le Congo c'est aussi nos impôts que nous payons tous les jours. Et c'est avec des impôts qu'on paye un certain monsieur comme Mende en qualité de ministre des médias, donc en charge de l'audiovisuel, ainsi de suite. Et pourtant, la constitution congolaise, notre constitution du 18 février 2006, a supprimé l'existence d'un ministère en charge des médias, oui. Donc comme autorité de régulation des médias. Oui. Donc, les médias, cette constitution a élevé les médias au rang de 4e pouvoir. Parce que c'est seulement le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, le CESAC, qui est compétent sur le plan constitutionnel pour réguler les médias.
Et les mécanismes de mise en place des conseils supérieurs de l'audiovisuel, ce sont les professionnels de médias eux-mêmes qui élisent leurs pairs qui vont siéger au conseil supérieur. Et le conseil supérieur est présenté, investi par le Parlement, par l'Assemblée nationale. Donc, le gouvernement qui est un exécutif, qui est partie prenante, parce que quand moi je dénonce M. Mende par exemple, qui est comme ministre, sur le média, il n'a pas le pouvoir, il est parti, il est politique comme moi, il n'a pas le pouvoir d'interdire ou de couper les signaux. Il doit porter plainte devant les juges. Et c'est le conseil supérieur des médias que lui peut évaluer pour voir tel journaliste n'a pas fait son travail très bien parce qu'eux-mêmes sont des professionnels. Et ils dépendent de ces journalistes-là. Donc ils défendent leur métier. Et ça crée une indépendance pour nos médias. Donc comme nous sommes en train de nous battre pour la liberté, vous voyez que les 6 points, le premier point parlait des finances publiques, nous avons parlé de la justice. Et ces points-là, c'est pour garantir la liberté d'expression. Et si nous mettons en application aujourd'hui ces 6 points, nous pouvons nous dire que le Congo commence son développement. Alors, votre pétition que vous venez d'évoquer tout à l'heure là, c'est une forme de demande, une plainte ou bien une forme d'observation? Non. Heureusement, donc, tu vois comme on a fait des débats avec vous ici, en train de lire. La première chose, notre pétition vise à éveiller la conscience des citoyens. Notre objectif, c'est que pendant les échéances électorales, parce nous tirons l'expérience des élections de 2006 et des élections de 2011, où les gens distribuaient des t-shirts, distribuaient des verres du riz, des verres du cycle pour se faire élire. Mais nous voudrions que les citoyens congolais, comme on a ces papiers ici, nous sommes en train de préparer une large distribution au Congo, sur l'ensemble du territoire, avec nos alliés de Justice et Liberté pour la RDC, avec nos alliés des Missions Nouvelles, qui est un mouvement politique congolais. Nous avons aussi même ici les MRAP, ainsi de suite. L'objectif, c'est d'arriver à faire connaître aux citoyens congolais tout ce que nous avons dit ici. Les citoyens congolais doivent savoir que pour qu'il ait une sécurité réelle, il faut que les policiers soient bien payés et qu'il faut qu'il y ait un équilibre entre les pouvoirs politiques et l'administration publique en termes de traitement et qu'ils réclament ça. Et la deuxième chose, c'est que nous voulons, comme vous avez dit, ce qu'ils nous demandent, c'est quoi? Nous voulons avoir une élite politique qui est capable de dire, moi je m'assume, si je prends le pouvoir, je vais appliquer ça. Et puis, la question que je peux vous poser encore, est-ce que vous êtes vraiment habilité de présenter cette pétition? Oui, c'est la loi. Nous avons évoqué dans cette pétition une disposition de la loi qui nous donne le pouvoir. C'est l'article 27 de la Constitution. Donc, je peux les lire peut-être même intégralement, qui dit: tout Congolais a le droit d'adresser individuellement ou collectivement une pétition à l'autorité publique qui y répond dans les 3 mois. Nul ne peut faire l'objet d'incrimination sous quelque forme que ce soit pour avoir pris pareille initiative. Mais je vous informe, pour avoir pris cette initiative, nous avons été arrêtés en 2014. Avant même cela, nous avons été arrêtés en 2012 et en 2013. Nous avons fait 51 jours à l'ANER. En 2014, on a fait 81 jours à Makala pour avoir initié ça. Mais le document a été réceptionné. Chaque député congolais, opposition majorité, tous les 500, ils ont ce document. Tous les 108 députés et sénateurs, ils ont ce document. Mais M. Kabila l'a reçu, ils n'ont pas répondu dans 3 mois. C'est la raison pour laquelle nous, on avait refusé le dialogue. Et c'est la raison pour laquelle même nous avions initié la grève de la faim au Vatican, parce que nous n'étions pas d'accord avec l'Église lorsqu'il a accepté de dialoguer avec des personnes qui n'ont jamais répondu à notre pétition. Et pourtant, comme on l'a démontré, s'il avait répondu favorablement à cette pétition, on aurait des élections dans les délais. Alors, vu tous ces manquements, est-ce que vous comptez un jour de porter plainte?
Oui, c'est-à-dire que de toutes les façons, nous sommes en train de dire, dès que nous chassons ce régime de Moubutiste, parce qu'en soi, nous disons, Kabila n'a rien fait, n'a rien inventé, il copie Mobutu. Donc si nous, dès que nous chassons ces gens, il y aura d'abord des procès pour les malversations financières. Tous ces documents seront exploités en justice. Merci beaucoup, M. Raphaël, pour votre intervention, pour votre participation dans cette émission. Donc, c'est un bonheur pour nous de vous recevoir sur ces plateaux de l'émission Espace News. Merci beaucoup pour votre... Merci, c'est moi qui vous remercie. Merci. Nous voici arrivés au terme de cette émission Espace News. Et nous vous remercions pour votre fidélité et nous vous demandons de vous abonner si massivement à cette chaîne. Cette chaîne YouTube. Tapez seulement Héritier Mwaïla et vous verrez toutes les émissions que j'ai tournées ici à Strasbourg. À nous revoir au prochain numéro. Merci. Non violence, non violence, non violence, non violence, non violence, non violence, non violence.